Bonjour et bienvenue dans le Swish Brunch, votre rendez-vous du dimanche pour revenir sur l'actualité de la semaine écoulée en WNBA. C'est déjà le 7e épisode, on approche très sérieusement de la mi-saison et du break olympique pour les filles de WNBA qui continuent de nous régaler tous les soirs sur les parquets américains. Ce matin, ce n'est pas un Américain que j'ai avec moi, c'est le meilleur des Belges et le plus fringant supporter des Washington Mystics. Mon cher Flo, comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va très bien. Après une semaine en brouillard à traiter la draft NBA et tout ça, on va revenir à des choses plus sérieuses et plus louables, notre cher WNBA. Ça me va très bien. Alors, on va commencer par un petit point du coup sur le classement et sur les dynamiques à l'heure où on enregistre ce Swish Brunch ce dimanche. Le Liberty a pris la tête de la ligue grâce à une série de 3 victoires consécutives, mais est talonné de près toujours par le Connecticut Sun qui est deuxième, même si le Sun est en nette perte de vitesse, et par les Minnesota Lynx, dont on va parler un peu dans quelques instants. On va faire un focus sur cette équipe. Puis il y a un petit trou qui s'est creusé hors du top 3 avec Seattle qui carbure bien, mais parce que le Storm reste sur 3 victoires de suite. Les Las Vegas Aces, double champion en titre qui pointe au 5e rang grâce à leur série de 4 victoires consécutives et qui retrouvent un peu leur dynamique et la dynamique qu'on leur connaît. Puis pour compléter ce top 8 avec les qualifiés virtuels pour les playoffs au stade où on en est, on retrouve Phoenix 6e, Atlanta 7e et le Chicago Sky 8e. Pour la loterie et la chance peut-être de drafter Paige Bakers, entre autres, ça se tient en 3 matchs entre Indiana 9e, Dallas 10e. Dallas qui a enfin gagné un match après 11 défaites de suite. C'était assez fou cette série. Les Sparks sont 11e. Elles enchaînent les défaites et a priori ça ne va pas s'arranger. Et tes très chers Mystics, Flo, qui continue de faire le job, on va dire, entre guillemets, en tant que lanterne rouge, avec un bilan de 4 victoires pour 15 défaites. On l'a encore vu hier, c'était merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est ça, c'est le tanking. Il y a le bon et le mauvais tanking. On est sur du bon tanking bien productif, c'est ce qu'on aime. Plutôt que de parler des Mystics qu'on aime d'amour, hein, Flo, il n'y a pas de problème, mais je te propose qu'on commence par parler de la finale de la Commissioner's Cup qui a eu lieu cette semaine et qui a vu le sacre des Minnesota Lynx. Ça nous permettra de digresser sur cette équipe justement dont on voulait vous parler, parce que c'est un coup de cœur pour nous depuis le début de la saison. On en parlait avec Flo en off juste avant. C'est pas une équipe pour laquelle à la base on a une affection débordante. On n'a pas été, on a apprécié la dynastie. C'était incroyable la dynastie des Lynx et tout ça, mais on n'est pas supporter de cette équipe de base. Et c'est le coup de cœur un peu de tout le monde chez Swish Swish cette saison. Pour revenir sur cette finale de la Commissioner's Cup, donc remportée 94-89 contre New York, qu'est-ce que tu as retenu de ce match et de cette victoire, Flo? De façon globale, on a déjà un très bon match de basket. Ouais. De façon globale, une vraie belle pub pour le basket féminin entre deux grosses équipes qui ont vendu chèrement leur peau jusqu'à la fin de la rencontre. On l'a analysé vraiment un peu plus en profondeur jeudi, donc je vous invite vraiment à regarder le replay. Mais en fait, la clé, ça a vraiment été le troisième quart-temps et une énorme intensité défensive de Minnesota. Et vraiment une défense collective d'un peu de tous les instants, un effectif hyper bien coaché. On retrouve Cheryl Reeve au sommet de son art, avec un effectif où tout le monde a son rôle, la hiérarchie elle est limpide, il y a des joueuses très complémentaires avec des profils très différents et une coach technicienne parfaite pour réussir à mettre chaque pion dans les bonnes cases. Donc on a juste vu un jeu d'échecs parfaitement orchestré avec un échec et mat de la part de Minnesota en fin de rencontre. Ouais, Bridget Carlton qui était en feu au shoot, 24 points, qui aurait pu être, pu ou dû peut-être être élu MVP de cette finale de Parce la qu'il y a, c'est que Commissioner's Cup. j'ai revérifié, ça s'appelle MVP de la Cup. Et donc, Ok, tu vois, bon. si tu regardes sur la longueur, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Sur le match, franchement, ça peut discuter. Elle a été très, très propre et moi, je trouve qu'elle a été, ouais, hyper intéressante. Mm. Après, ben, t'as évidemment, Nafisa Collier, qui est la plaque tournante de cet effectif et qui est la McBride, quand même, qui est la McBride qui, défensivement, outre comment, l'incroyable efficacité offensive qu'elle a eu à certains moments de la saison, mais là sur ce match-là, défensivement, elle a été impériale comme très souvent depuis le début de la saison. Donc voilà, vraiment gros effort collectif. Mais du coup, comme c'est sur l'ensemble de la cup, je trouve que c'est pas un scandale Ouais. de le donner à Nafisa Mais Collier. c'est bien que tu parles de Kayla McBride parce que je trouve que c'est une petite renaissance cette année parce que c'est une joueuse, on connaît son talent depuis qu'elle est en WNBA, c'est une super joueuse, même en Europe, c'est une joueuse très référencée aussi, elle a toujours été bonne dans les équipes par lesquelles elle est passée. Mais il y avait un coup, elle semblait pas ultra épanouie ces dernières années, tu vois, pas, ou en tout cas pas.
ouais, pas aussi forte que ce qu'on l'avait vu être par le passé. Là, t'as raison, à la fois sur l'implication défensive, elle a fait des matchs aussi où offensivement, il y a absolument tout qui rentrait au niveau du shoot. C'est quand même une joueuse offensive de très très haut niveau. Et ça va bien avec cette équipe, quoi. Cette équipe qui est, elle aussi, je parle de résurrection, c'est un peu fort, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Lynx aussi près de la tête de la ligue, aussi crédible pour un run. Alors pour le titre, on ne sait pas encore, parce qu'il y a quand même des mastodontes devant, mais c'est une équipe vraiment super cool à voir. Et évidemment, Nafisa Collier, dont tu as parlé, fait une saison absolument magnifique. Et comme vous l'avez signalé plusieurs fois aussi ces dernières semaines, que ce soit sur Twitch ou dans le Switch Brunch, elle fait une saison de calibre MVP et elle grimpe encore les rangs sur la hiérarchie théorique dans la ligue. C'est une des meilleures joueuses du monde, tout simplement, et elle le montre tous les soirs. Ouais. Et j'insiste vraiment sur le travail de Cheryl Reeve. Mm. On a fait un peu l'exercice au niveau des trophées individuels, de l'état de la course aux différents trophées dans le live de jeudi. Et actuellement, avec Gis, on était assez d'accord pour dire que Cheryl Reeve était notre coach de l'année à ce stade de la saison, évidemment. Et c'est pas une surprise, hein, ça a toujours été une coach incroyable qui a toujours fait bien jouer ses équipes, même quand elle avait des effectifs plus faibles. Et là, on voit que dès qu'elle a un effectif, qui est même pas un effectif si fou que ça, mais juste qui devient un effectif complet et propre, elle performe. Et du coup, elle retrouve aussi un peu sa hargne d'antan qui avait l'air un peu endormie depuis 2-3 saisons. Exactement. Elle redevient un peu piquante comme on la connaissait avant. Et il y a cette phrase qu'on voulait vous. Si vous l'avez peut-être entendu, hein, si vous avez suivi les confs de presse après la finale de la Commissioner's Cup, Cheryl Reeve qui a dit aux médias, on sent qu'il y a une petite, voilà, petite, pas rancœur, mais petite frustration du traitement médiatique des Lynx ces dernières années par rapport à d'autres équipes particulièrement. Cheryl Reeve qui donc a dit aux médias en introduction, voilà, vous êtes obligés de parler de nous maintenant, vous n'avez pas le choix. On se moque pas mal de ce que vous pensez de nous, si ce n'est à cet instant où je vous dis qu'il faut que vous parliez de nous. On vient de battre une super team. Vous savez à quel point c'est difficile de battre une super team. Vous adorez les super teams et tout ce qui vous intéresse, c'est de parler de ça. On vient d'en battre une, donc parlons-en. J'ai aimé, je trouve qu'on retrouve la Cheryl Reeve un peu feisty, un peu piquante comme ça. C'est quand même les gens qui se mettent seulement à suivre la WNBA n'ont pas connu la Cheryl Reeve ultra dominante comparée à Greg Popovich pour sa science tactique, Ouais. pour le palmarès, pour toutes ces choses-là. Elle a quand même été la coach d'une dynastie. Elle a fait progresser des joueuses qui sont devenues des membres du Hall of Fame, tout ça. Là, je trouve elle retrouve un peu son piquant, son assurance et peut-être, ouais, on retrouve la meilleure version d'elle au coaching cette année avec Minnesota. On passe peut-être à la joueuse de la semaine. Alors, c'était une semaine un peu particulière avec assez peu de matchs pour toutes les équipes. On a choisi Jewel Lloyd de Seattle parce que elle a quand même sorti 2 matchs assez, assez costauds, assez méchants en termes de production offensive, en termes d'adresse surtout, parce que on a pas mal souligné cette année qu'elle avait eu du mal à se mettre en route au niveau de l'adresse. Toujours productive, hein, ça reste Jewel Lloyd, mais c'était un peu chancelant au niveau de l'adresse. Euh, Flo, pourquoi Jewel Lloyd? Qu'est-ce qui justifie selon toi qu'elle mérite peut-être cette distinction de joueuse de la semaine? Comme tu l'as dit ici sur la semaine, donc depuis le brunch de dimanche passé, il y a quand même eu moins de matchs vu qu'il y a eu un petit peu de pause autour de la finale de la Commissioner's Cup. On aurait éventuellement pu retomber sur des joueuses de la Cup. On est resté sur les matchs de régulière. Et donc Jewel Lloyd, c'est 2 victoires. Alors c'était 2 oppositions plutôt simples parce que je pense que c'était C'était donc Dallas Dallas et hier et Indiana, ouais. Indiana. Mm. Ouais, c'est ça. Mais il se trouve que Jewel Lloyd, sur ces 2 matchs-là, elle a 32 points par match. Et surtout, les pourcentages, 55% au tir, 53% à 3 points, en prenant 7,5 par match. Donc on retrouve une Jewel Lloyd efficace. Alors Jewel Lloyd de base, c'est pas une joueuse qui est fondamentalement efficace, mais quand elle est à cette efficacité-là, elle est juste injouable. Je rajoute qu'elle est à 96% au lancer, en provoquant 12,5 par match aussi. Donc Ouais. voilà, il y a juste rien à dire. Tu rajoutes 5 rebonds, tu rajoutes 3 passes et demi. Une interception et demie, donc en plus il y a de l'activité. Alors oui, l'opposition était faible, mais quand on a Jewel Lloyd comme ça doit quand même se marquer parce que on sait que Vegas est en train de bien revenir au Mm. classement, mais pour le moment Seattle tient toujours et donc garde sa 4e place, même s'il y a l'ogre des 6 qui est en train de souffler dans sa nuque. Ouais, Seattle, c'est une équipe intéressante. On va pas faire de focus sur le Storm aujourd'hui, mais ça revient bien. Enfin, la dynamique est bonne, là, ces 3 victoires de suite. Il y a des automatismes qui se trouvent ou se retrouvent entre les joueuses.
Il y a des joueuses un peu, enfin, qui sont étonnantes. Tu vois, Jordan Horston, la saison dernière, elle m'avait surprise en bien, parce que c'est pas une joueuse que j'avais identifiée comme une potentielle titulaire d'une très grosse équipe en WNBA. Et là encore, elle sort des matchs très très solides et c'est une joueuse importante du Storm, qui est donc une équipe qui tourne bien. Et Jewel Lloyd tourne très bien. Et ça nous fait plaisir parce qu'on se moquait gentiment en début de saison en disant qu'elle avait laissé sa cousine prendre sa place sur le terrain au niveau des premiers matchs. On la retrouve et c'est une des superstars de la ligue. C'est une joueuse qui a prolongé pour longtemps, qui aura son maillot retiré parmi les légendes du Storm. Donc ça fait plaisir aussi de la revoir productive. Et le Storm en a besoin. Euh, Est-ce qu'on fait encore tu veux commencer par un coup de cœur, un coup de gueule? Qu'est-ce qui te tente, Flo? Comme tu veux. Moi j'ai deux coups de cœur, donc peut-être commence par ton coup de gueule, comme ça après on termine dans le positif et les Pas de paillettes. problème. En plus, c'est un coup de gueule très très qui a pas un gros impact. C'est un coup de gueule strictement personnel parce que ça concerne une joueuse que j'aime bien. Mais le Fever a coupé Celeste Taylor, qui était la rookie cette année, qui avait été draftée en 15e position. J'arrêtais pas de vanter ses mérites déjà l'année dernière. Alors c'est une joueuse qui avait été un peu instable à l'université, qui avait changé, qui avait fait 3 universités différentes, mais à chaque fois avec le même talent défensif. Je la trouvais incroyable défensivement et je lui voyais vraiment un avenir en WNBA. Le fait qu'elle arrive à Indiana en 15e position, je trouvais que c'était une super chose parce que une équipe jeune qui théoriquement va développer des jeunes joueuses, peut se permettre de les laisser faire des erreurs, de prendre un peu de temps de jeu. Malheureusement, Celeste Taylor a été coupée cette semaine par le Fever et ça m'a un peu dépité, j'avoue. Ça a été fait pour pour activer Damiris Dantas, qui est pour le coup une joueuse vétéran qui est pas tellement sur la timeline d'Indiana, de Caitlin Clark, d'Alia Boston. Donc ça m'a un peu, j'avoue, ça m'a un peu chagriné parce que c'est une joueuse dans laquelle je crois beaucoup. Je sais pas si elle va réussir à rebondir en WNBA, c'est toujours un peu compliqué, on sait. Après, il y a des exemples comme Natasha Mack qui a réussi à s'accrocher tous les ans en faisant toutes les franchises de la ligue pour des contrats de 10 jours et qui a réussi à se fixer un petit peu. Donc c'est tout ce que je lui souhaite, mais ça m'a déçu. Ça m'avait déjà déçu qu'elle joue très peu. Elle avait joué 5 matchs, je crois, avec 3 minutes de temps de jeu moyen. Enfin, c'est quelque chose qui me frustre un peu du côté du Fever et qui peut peut-être aussi être lié à l'espèce d'impatience qu'il y a eu autour de Caitlin Clark et de cette équipe. Et voilà, ce coup de gueule, c'était contre. Alors d'habitude, mes coups de gueule contre le Fever par le passé, c'était contre Tamika Catchings pour des décisions un peu hâtives ou décevantes lorsqu'elle était GM ou présidente de la franchise. Là, c'est pas de sa faute, elle est plus là. Et c'est une décision qui me frustre un peu. J'espère que Celeste Taylor, que du coup le grand public ne connaît pas vraiment encore, va réussir à rebondir et qu'on va voir que c'est une joueuse qui peut s'imposer en WNBA, en tout cas dans un rôle de spécialiste défensive. Le truc en fait, c'est que faudrait que je revérifie les contrats, mais je me demande si en fait la franchise avait le choix, dans le sens où Damiris Dantas, elle était blessée, là elle revenait, donc il y avait peut-être des questions de contrat ou de hardship ou je sais pas quoi. Mais le truc c'était plutôt de savoir pourquoi tu as signé Damiris Dantas à la base, Oui. qui est une joueuse intéressante, mais qui est pas sur ta timeline, comme tu l'as dit, c'est plutôt Mm. une joueuse vétéran qui est plus proche de la fin de sa carrière que du début, même si elle a encore que 31 ans. Mais surtout, elle a plus fait une saison complète depuis 2020. Mm. Et je vais même aller plus loin, elle avait plus joué depuis 2022, où elle n'avait joué que 15 matchs. Donc, c'est toujours un peu le problème. Damiris Dantas, c'est une joueuse qui se blesse beaucoup. Ouais. Et donc là, on se pose un peu la question de savoir qu'est-ce que ça va raconter. Et surtout pour perdre une joueuse qui était clairement pas finie, qui avait encore beaucoup de choses à faire, qui jouait très peu dans cet effectif-là. Donc peut-être que de toute façon, elle n'était pas dans le projet. Mais il y a un t'es en construction, quoi. Qu'est-ce que ça change d'avoir une vette ou d'avoir une rookie où tu peux peut-être te dire qu'elle va encore progresser et c'est un peu ton rôle de la faire progresser, quoi. Ouais, peut-être qu'ils se disent. C'est pour ça, quand je regarde le classement, le Fever est quand même borderline top 8. Il y a peut-être encore cette injonction de pas D'aller en playoff. gâcher, d'aller en playoff parce que t'as Caitlin Clark, Ali Boston. Ouais. Enfin, ce qui me paraît. Alors, c'est bien parfois de goûter au playoff quand t'as une équipe jeune ouais, bon, enfin, qui aspire à être forte à moyen terme, mais je suis un peu déçu. Alors, c'est pas un talent générationnel, hein, Celeste Taylor. C'est juste que je pense que c'est une joueuse qui pouvait faire partie du noyau dur qui était envisagé par le Fever à un moment, avec toutes ces jeunes joueuses qui sont là. Bon, on lui souhaite de rebondir, que ce soit en WNBA ou ailleurs. Je pense que c'est une joueuse qui a les capacités pour ça. On passe à l'un de tes coups de cœur, Flo, peut-être, celui de ton choix. Je te laisse. Ouais. Ben, il y a quelques jours, du coup, il y a eu l'opposition entre Las Vegas et Chicago. Ouais.
Et donc opposition directe aussi entre Angel Reese et Ja Wilson. Alors le match a été remporté par Vegas, mais Chicago a vendu chèrement sa peau et Angel Reese aussi. Moi je reviens là-dessus parce que ces deux joueuses, on a souvent fait un parallèle entre elles au niveau de leur style de jeu, même si Angel Reese a peut-être moins de shoot, mais peut-être un tout petit peu plus présente dans certains autres aspects du jeu, et fatalement nettement moins forte parce que plus jeune. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a pour Angel Reese, il y a peut-être un plafond pour elle qui s'appelle A'ja Wilson, autant dans le profil d'ailleurs que dans réellement le potentiel, parce que Angel Reese montre qu'elle est déjà très forte. Mais il y a surtout une photo qui est absolument magnifique. Faudra peut-être qu'on vous la remette en commentaire pour que vous la voyez. J'essaierai de la mettre je la mettrai dans la vidéo, je pense. Je vais essayer je vais l'intégrer. Ouais, il y a une photo où on voit A'ja Wilson et Angel Reese juste derrière elle. Elles sont toutes les deux dans la même position, les mains sur les hanches. Et il y a un mimétisme incroyable entre les deux joueuses avec la main l'ex-sleeve sur la jambe, la manière de retrousser le short, de replier les bretelles de cou exactement de la même manière. Le mimétisme entre les deux joueuses est incroyable. Et moi, j'ai eu un petit flash comme ça des photos où on voit Kobe juste à côté de Jordan, avec exactement les mêmes attitudes, les mêmes mimiques, cette espèce de mimétisme, et je trouve ça absolument génial parce que ça montre le présent, ça montre le futur, avec des joueuses qui ont tout donné sur le terrain l'une contre l'autre, et avec à la fois beaucoup de combativité, beaucoup de respect, et j'adore ça. Ouais, de toute façon, il n'y a aucun doute que Angel Reese a beaucoup regardé A'ja Wilson. Wilson fait partie des joueuses qu'elle a forcément regardé, parce qu'en termes de position c'est similaire, parce que c'est une joueuse incontournable en WNBA maintenant. Et et puis l'opposition était intéressante parce que tu disais le Sky a rien lâché, mais de toute façon c'est le propre de cette équipe et même d'Angel Reese, c'est sa grande qualité, c'est que elle a jamais vraiment l'air désintéressée par les matchs, à l'image de sa coach aussi, Treza Weatherspoon. Et Angel Reese, au passage, qui dans ce match a signé son 9e double-double consécutif, qui a égalé Candace Parker pour la plus longue série double-double sur une saison. Alors Candace en avait fait 12 à cheval sur 2 saisons, mais là elle avait égalé les 9 double-doubles consécutifs, ce qui est assez incroyable quand on y pense pour une rookie. Elle continue d'être vraiment extrêmement intéressante, et peut-être même plus prête encore que ce qu'on pensait à devenir une joueuse là aussi incontournable en WNBA, je pense. Un autre deuxième coup de cœur, tu veux le faire? Tu veux que je fasse le mien? Je vais peut-être rester sur le mien parce qu'il concerne Chicago, en fait. Il concerne Chicago, et d'une joueuse, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé d'elle depuis le début de la saison, parce qu'au Sky, on parle forcément beaucoup d'Angel Reese, on a parlé de Treza Weatherspoon. Je voulais parler de Marina Mabrey un peu, parce que c'est une joueuse... elle a fait partie des joueuses un peu frissons de la ligue, parce que c'est une joueuse très spectaculaire, très offensive, qui est capable de marquer beaucoup de points, qui a de la personnalité. Cette saison, si tu veux, sur le plan statistique, c'est assez similaire à la saison dernière. Elle tourne à environ 15 points, elle a un tout petit peu moins d'adresse, 40% contre 41%. Notamment à 3 points, ça a un peu baissé, mais par contre, j'aime le travail qui est fait avec elle, par elle et autour d'elle, par Treza Weatherspoon. J'ai pas mal écouté Teaspoon à son sujet sur une interview qu'elle a donnée dans la semaine. Et je vois vraiment un changement sur l'intérêt pour la défense et les efforts défensifs qu'elle fait. Teaspoon disait qu'elle la mettait systématiquement sur la meilleure, presque tout le temps sur la meilleure scoreuse adverse, quand c'était pas une intérieure évidemment, et que du coup elle voulait qu'elle ait cette double casquette de joueuse qui sera peut-être la plus surveillée offensivement par l'équipe adverse, et joueuse qui sera celle qui s'occupe de la meilleure scoreuse adverse, pour qu'elle devienne une joueuse plus complète, en fait, que ce soit pas juste un pétard ambulant offensif capable de prendre feu. C'est aussi toujours une joueuse qui est extrêmement bavarde sur le terrain, extrêmement dans le défi et dans le challenge, ce que j'aime beaucoup. Et cette saison, elle est hyper impliquée dans l'attaque du Sky, forcément. Elle a marqué 37 des 65 paniers à 3 points du Sky depuis le début de la saison, ce qui est assez fou en termes de volume. Et sur des stats un peu plus avancées, elle doit faire face à une pression défensive, une attention défensive qui est quasiment doublée par rapport à la saison dernière. Donc je trouve que c'est une joueuse qui est en train de progresser, qui travaille fort sur ce qui pouvait être un défaut pour elle, c'est-à-dire les shoots un peu erratiques de temps en temps, le côté moins posé, plus foufou. Et je pense que pour l'avenir à court et moyen terme du Sky, et pour le sien, parce qu'elle a 27 ans je crois,
C'est une très bonne nouvelle et c'est une joueuse que j'ai toujours bien aimé voir jouer de toute façon parce qu'elle a un feu intérieur et de superbe qualité. Et voilà, j'ai le pressentiment qu'on est en train de voir une nouvelle Marina Mabrey et que à terme ça va donner quelque chose d'assez fort et d'assez utile pour le Chicago Sky. Voilà. On passe au tien, un autre coup de cœur pour toi, Flo? Oui, moi mon coup de cœur, c'est du coup je vais quitter un peu vraiment le terrain Mhm. WNBA. Je vais faire une petite recommandation média, c'est-à-dire que 36-15, je raconte ma vie. Ce matin, je me suis réveillé un peu tôt et j'ai un peu traîné sur Amazon Prime et j'ai regardé le documentaire Power of Dreams, qui est un documentaire qui était un peu partagé sur les réseaux depuis quelques jours, semaines. Donc, c'est produit par la société Together, qui est la société de médias créée entre autres par Sue Bird et d'autres athlètes d'autres sports, Alex Morgan, Chloé Kim et Simone Emmanuel pour citer tout le monde, et donc qui fait des documentaires qui a pour but de mettre en avant un peu tous les combats de différents sports féminins. Et donc là, c'est un documentaire d'1 heure et demie sur le combat d'Atlanta, du Dream d'Atlanta en conflit avec sa propriétaire Kelly Loeffler à l'époque, mais alors ça recontextualise tout dans le contexte un peu des combats pour tout ce qui est justice sociale en WNBA, donc qui a déjà commencé par Minnesota à l'époque avec Maya Moore Mhm. en 2016, fatalement le mouvement Black Lives Matter, tout ce qui s'est passé autour de la Webble. Et puis le combat contre Kelly Loeffler et pour faire voter son opposant politique, en fait, Raphaël Warnock. Mhm. Donc c'est un super documentaire qui déjà permet de montrer cet épisode-là et de le recontextualiser avec ses actrices principales, Sue Bird, Nneka Ogwumike, présidente de l'association des joueuses, plus des joueuses du Dreams, Angel McCoughtry, Elizabeth Williams. Donc vraiment super intéressant. Et ça permet aussi de montrer l'unité dont est capable de faire preuve cette ligue par rapport à différents combats, par rapport aux valeurs que la ligue entend défendre en termes d'inclusion, que ce soit inclusion pour l'origine des personnes, pour leur genre, leur préférence sexuelle. Donc ça permet aussi de faire un peu le contre-pied de certaines narrations de cette année, comme quoi les joueuses se détestent ou ce genre de choses, alors que là on voit qu'en fait c'est une ligue qui a toujours su faire front de manière très unie pour ses combats. Et alors ça véhicule aussi fatalement le message des valeurs de la ligue pour tout ce qui est effectivement de façon globale inclusion, tolérance, respect des autres. Et à l'heure où vous, les amis français, vous êtes appelés au vote, je pense que c'est un Absolument. message qu'on ne peut que retenir et essayer d'appliquer dans sa vie de tous les jours. Absolument. Et t'as raison de bien rappeler que la WNBA, c'est une ligue, c'est la ligue avant-gardiste par excellence, qui est toujours en première ligne pour les combats pour les luttes que tu as évoquées juste avant. C'est une période qui était assez particulière parce que évidemment, on sait que la WNBA, forcément, il y a beaucoup d'athlètes qui font partie de la communauté LGBT. Il y a beaucoup d'athlètes afro-américaines, donc théoriquement aussi victimes des discriminations en question qui sont combattues. Et à l'époque, c'était complètement antinomique de voir Kelly Loeffler qui est pas juste républicaine, parce que ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas, il y a des républicains tout à fait honorables, hein, c'est pas le problème, mais elle était vraiment très, très, très conservatrice. Et savoir qu'elle était propriétaire et donc patronne de joueuses comme ça dans une ligue comme celle-là, c'était très très compliqué. Et elles ont réussi quand même, les joueuses ont réussi à la fois à lui faire perdre une élection et à la faire partir de la franchise. Et ça a permis aussi au Dream de se renouveler, de voir arriver des nouveaux profils au niveau des propriétaires, notamment Renée Montgomery, l'ancienne joueuse, qui est partie prenante maintenant. Et je suis très curieux de voir le documentaire aussi, je vais le regarder. C'est sur Amazon Prime, hein, Flo, c'est ça, c'est là-dessus. Exactement, ouais. C'est sur Amazon Prime, donc si vous avez un compte Prime, c'est Mhm. disponible un peu partout. Et justement, par rapport à Kelly Loeffler, c'est ce que les joueuses expliquent, c'est qu'en fait, à la base, elle n'était pas sénatrice quand l'ancien sénateur a pris sa retraite. Mhm. Elle s'est retrouvée en fait nommée sénatrice sans avoir vraiment été élue. Et les joueuses, à ce moment-là, en fait, elle a commencé à prendre des positions qu'elle avait jamais prises par le passé. Mhm. Et donc les joueuses qui avaient toujours eu un bon contact avec elle, en fait, se sont senties tout d'un coup trahies par des prises de position qu'elles avaient jamais vu venir sur plein de cas. Et donc c'est pour ça qu'elles l'ont vraiment pris personnellement. Donc franchement c'est hyper intéressant de voir ça et de rappeler aussi à tous les nouveaux fans que la WNBA c'est aussi ça et c'est aussi pour ça qu'on aime cette ligue, quoi. Bien sûr, c'est la WNBA qui, au moment de la Wobble, enfin tout ce qui avait été, tout ce qui était lié aussi à Black Lives Matter, aux violences policières, Exactement. c'est d'abord la WNBA qui a
qui a actionné le mouvement, et la NBA a suivi après. En tout cas, les joueurs ont été clairement inspirés. Et faut jamais l'oublier. Et ça restera une ligue avant-gardiste, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et tout le travail que fait Together avec donc Soubird effectivement aidant et d'autres athlètes, que ça concerne le basket ou autre, si vous aimez le sport au féminin, c'est incontournable et c'est toujours du très très bon travail. C'est le projet qui tient à cœur de Soubird aussi depuis sa fin de carrière. Donc je vous enjoins à regarder tout ce que font les gens de Together aussi. Voilà Flo, je pense qu'on va refermer ce Swish Brunch là pour, comme tu l'as dit, pour ma part, aller gentiment voter. Vous pouvez continuer de nous suivre de toute façon tout au long de la semaine. Il y aura un peu plus de matchs là sur les jours qui viennent. Tous les matins, on essaye de vous proposer des résumés à l'écrit ou en vidéo. Benoît fait un travail admirable et très très appréciable. On le remercie encore. Il est très très intense et fidèle, que ce soit pour la WNBA et pour l'équipe de football suisse qui est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Voilà, allez regarder tous les matins les résumés à l'écrit de Benoît ou les vidéos de Benoît. Le jeudi, il y a toujours sur Twitch chez Suzanne et le dimanche, un Swish Brunch. On vous laisse là-dessus, passez un excellent week-end et on vous dit à très bientôt. Ciao.